Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour faire le débrief de l'étape numéro 19 de ce Tour de France 2021. Étape entre Mourenx et Libourne, c'était 207 km. Une magnifique bataille pour une étape de plat, mais étape de plat en troisième semaine n'est pas étape de plat en première semaine, c'est-à-dire que les sprinteurs, surtout cette année, on a quand même perdu énormément de monde. Il y avait peut-être moins l'envie d'aller chercher la gagne pour certains coureurs. Cavendish, je pense qu'il veut chercher la 35e sur les Champs-Élysées, et c'est vrai que la 35e sur les Champs-Élysées aurait un peu plus de gueule que la 35e à Libourne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Également, ça c'est si la vidéo vous a fait plaisir, quand vous vous abonnez, vous pouvez également mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment les prochaines vidéos sur les Jeux Olympiques. Il y aura également la Formule 1, parce que j'ai pas fait les deux Grands Prix d'Autriche, mais on va recommencer à partir de Silverstone. Pour tout vous dire, les Grands Prix d'Autriche, demain j'aurai fini de regarder le deuxième. Voilà, les Grands Prix de Styrie. Je suis pas du tout beaucoup de retard. Bagarre incroyable dans cette étape, j'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder parce que ça a attaqué dans tous les sens, parce que ça a été spectaculaire, parce qu'il y a eu des rebondissements, parce que c'était pas totalement le scénario que j'avais envisagé ce matin. Je m'étais pas dit qu'il y aurait un premier groupe qui partirait et un deuxième groupe qui arriverait à contrer. Ça, je pense qu'il y a peu de gens qui l'avaient parié ce matin, cette théorie-là. J'avais dit, je pensais qu'une échappée pouvait aller au bout. Je m'attendais pas à ce que 20 coureurs arrivent à sortir non plus. Et voilà, ça a été vraiment exceptionnel en termes d'étape. Même si la fin est un petit peu gâchée. Bon, on reviendra là-dessus quand on parlera des coureurs au top. On commence tout de suite par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Christophe Laporte. Christophe Laporte qui aura des regrets ce soir. Fin des regrets, oui, parce qu'il n'a pas réussi à suivre Mohoric, parce que quand Mohoric part, il n'est pas dans la roue, et je pense que c'était l'un des coureurs qu'il fallait suivre. Du côté des sprinters, Mohoric, ça faisait partie des coureurs qui pouvaient être dangereux, comme Stuyven aussi. Quand tu as gagné Milan-San Remo, tu sais qu'il y a une bonne résistance, et Laporte faisait partie des coureurs à suivre également pour les autres coureurs. Laporte, après, il a très bien manœuvré dans le groupe de 10 qui poursuivait Mohoric, mais il y avait juste, voilà, quand vous ratez le coach dès le départ et quand le mec devant ne s'écroule pas, c'est compliqué d'aller chercher la gagne. C'est dommage pour Christophe Laporte. Après, ça montre encore que c'est un coureur qui tient 3 semaines superbement bien, et je me dis quand même du côté de la Cofidis, je sais pas s'il ira sur la Vuelta, Laporte, mais l'année prochaine, j'aimerais bien le voir en leader sprinter sur une course, sur un grand tour, parce que je pense que c'est un coureur qui, avec une partie de train, arrivera à faire quelque chose. Je sais pas qui prendront l'année prochaine comme sprinter. On sait que Cofidis est sur le regard, parce qu'avec Viviani, ça n'a pas marché. On sait qu'il regarde Bonifacio, on sait qu'il regarde Brian Cocard. Je pense que quant à Christophe Laporte, t'as pas besoin de Brian Cocard. Bonifacio, ça dépend. Si c'est le Bonifacio du début de Total, c'est bien. Si c'est le Bonifacio de cette année, c'est peut-être pas non plus intéressant. Je regarderai également les jeunes coureurs. Mais c'est vrai qu'avec un vrai train autour de Laporte, je pense qu'il pourrait faire quelque chose de grand. Sur les grands tours, il lui manque du monde à chaque fois et je trouve ça un peu dommageable. Pourquoi il n'y a pas eu de Geoffrey Soupe, du côté de Cofidis, Geoffrey Soupe côté de Cofidis. On est revenu en 2015, disons. Mais pourquoi il n'y a pas eu plus de coureurs autour de Laporte, notamment des lanceurs, notamment du. Alors après, ils ont aussi perdu pas mal de monde pour les équipes sprint. Mais pourquoi on n'a pas emmené Simone Consoni, notamment ça aurait pu être des coureurs intéressants, même si Consoni a fait le Giro aussi. Mais je pense qu'il y avait des coureurs pour aider Laporte, et un peu plus que... Si on ne jouait pas le général avec
avec Guillaume Martin, il n'y avait pas besoin de mettre autant de coureurs autour de lui. Et on aurait pu en mettre un peu plus autour de Christophe Laporte. Je continue avec Franck Bonamour. Pour moi, il mérite totalement le titre de super combatif de ce Tour de France et c'est la seule satisfaction de BNB Hotel. C'est ce qui fait la différence notamment entre BNB Hotel et Total Energy. C'est qu'il y a un coureur qui a fait quand même du bon travail et qu'on a beaucoup vu, alors que chez Total Energy, ça a été plus compliqué. Bonamour, très bon. Très bon encore aujourd'hui. Et vu la capacité qu'il a en récupération, c'est un coureur sur lequel il faudra compter pour peut-être le nouveau BNB Hotel. On sait qu'ils ont un partenariat jusqu'en 2023. Ils vont recruter des coureurs allemands. Ça a également été signalé. Parce que le sponsor veut qu'il y ait un peu plus de coureurs allemands. Et je pense que Bonamour doit faire partie des nouveaux coureurs importants de cette formation. Quand tu vois la situation de Pierre Rolland, je pense que lui et Quentin Paché, même si pour le moment Quentin Paché n'a pas renouvelé, devraient être les coureurs à suivre, avec Maxime Chevalier aussi, de cette formation, beaucoup plus. Et puis peut-être qu'en laissant partir Brian Cocard et d'autres coureurs, ils vont dégager de la masse salariale, ce qui sera pas plus mal pour recruter des jeunes coureurs. Mais du côté de Franck Bonamour, oui, ça a été une belle journée à l'avant. Après, dans le final, il manquait d'essence dans le moteur. En même temps, les peignets qui se sont mis dans le final, à un moment, c'était normal qu'il y ait des coureurs qui craquent, surtout que lui, il a fait 5 échappées, 6 échappées sur ce Tour de France, donc ça commence à faire un peu beaucoup. Et il y a un peu de fatigue, ce qui est tout à fait normal. Je continue avec Anthony Turgis. Pour moi, c'est mitigé, Turgis. Il n'a pas superbement bien manœuvré dans le final. Il avait l'air d'être fort, mais dans les 10 derniers kilomètres, c'était plus le cas. Après, c'était une course compliquée aussi pour Turgis. Je pense qu'il a fait avec les moyens du bord, et que les moyens du bord sont pas ceux du mois de février, du mois de mars surtout, où il était très fort lors des Flandriennes. Là, les jambes sont un peu moins bonnes. Bon, c'est dommage. Après, ça permet quand même à l'équipe d'accrocher un top 10. Quand tu vois les résultats, on va dire, de toute cette formation Total Energy, tu te dis c'est déjà pas mal. Mais du côté de Turgis, on aurait pu s'attendre à mieux, mais un peu de fatigue aussi. On est en 3e semaine. Et puis peut-être un manque un peu trop de pression. C'est-à-dire quand vous êtes dans une équipe où ça ne fonctionne pas comme vous le voulez, l'ambiance dans le bus est peut-être pas exceptionnelle et peut-être qu'on lui a mis un peu trop la pression. Pourtant, jusqu'à Mohoric part, il court très bien. Et après, je pense qu'il a surtout manqué, encore une fois, de l'essence dans le moteur. Ça a été compliqué. Puis je termine au niveau des flops avec Guillaume Martin. C'est dommage de chuter sur une étape comme celle-là. Où il n'y a pas forcément d'enjeu pour lui, où il n'y avait pas de danger pour lui. Dommage de tomber aussi avec Herrada du côté de Cofidis, mais surtout que Guillaume Martin tombe avant le contre-la-montre. Il n'y a peut-être pas de gros problèmes, de gros pépins, mais une chute, c'est pas toujours anodin, et si demain il peut pas faire le chrono à fond, on se dira que c'est peut-être la chute. Mais tomber à 2 jours de l'arrivée, c'est un peu dommageable, c'est un petit manque de concentration. En plus, là où il est tombé, le peloton n'était pas hyper nerveux non plus, j'ai l'impression, donc c'est un peu dommageable aussi pour Guillaume Martin. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Matej Mohoric. Alors, j'ai hésité très longuement avec Mohoric. Parce qu'il y a plein de choses autour de sa victoire. Et comme j'ai dit en début de vidéo, en introduction, on aurait presque envie qu'il y ait eu une autre fin à cette étape. C'est aussi dû à Mohoric. Il a gagné en costaud, il a très bien manœuvré dans le final, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Il a gagné en costaud parce que, vu le braquet qu'il met, on sent que c'était pas le coureur le plus frais de l'échappée. Il gagne en étant intelligent parce que jusqu'à son attaque, on ne le voit pas. C'est-à-dire il suivait, mais il mettait pas des grosses accélérations. Malgré tout, du côté de Mohoric, il y a déjà le doute, étant donné que l'équipe est visée
par une enquête de dopage présumé. C'est un petit peu inquiétant quand même. Et aussi du côté de Mohoric, moi j'ai pas du tout apprécié, c'est le signe à la fin. Il pouvait gagner sans faire ce signe-là. Et ce signe-là, ça rappelle bien entendu Armstrong, mais ça rappelle aussi les gestes que pouvait faire Rico, que pouvait faire Stefan Schumacher, que pouvait faire aussi d'autres coureurs de cette époque-là. Vinokourov aussi l'a fait à une époque. Moi, je pensais à Rasmussen aussi. Et ça me rappelle cette époque-là où les mecs qui se dopaient pensaient qu'ils étaient intouchables. Moi, à la place de Mohoric, j'aurais plutôt fait soft. Surtout que les performances de Mohoric aussi, on pourra en discuter et en débattre sur le fait qu'il y a encore l'année dernière, il était un petit peu nulle part, Mohoric, sur la saison 2020, et qu'en 2021, il retrouve des sensations. C'est un peu comme Colbrelli. C'est des coureurs qui étaient bons, mais qui, depuis 2 ans, n'avaient pas gagné grand-chose. Et là, d'un coup, il se remet à gagner. Des belles courses en plus, des belles étapes. On pourra en reparler. Mais de toute manière, quand tu es sous les feux des projecteurs, tu évites de la ramener un peu trop. Et là, c'était le cas de Mohoric. Donc, moi, j'ai pas aimé. Et c'est pour ça que d'un côté, il y a, ok, il a bien manœuvré, il a bien couru. Et de l'autre, il y a les à côté où on aurait pu s'en passer énormément. Donc, j'ai hésité à le mettre en flop, très clairement aujourd'hui. Bon, j'ai décidé de le mettre en top, mais c'est pas forcément de gaieté de cœur. Je continue avec Mike Tennyson. Belle étape de la part de Mike Tennyson. On retrouve de plus en plus le Mike Tennyson qu'on a connu en 2018 notamment, du côté de Tennyson. C'est un coureur qui a eu une grosse blessure, qu'on a cru à un moment, oui 2018-2019, qu'on a cru à un moment un peu perdu. Année 2020 où il n'y a pas grand chose sur son année 2020 parce que au final, il a couru assez peu à cause de cette blessure. Et puis là, on retrouve le Mike Tennyson qu'on apprécie, coureur très puissant, très performant aussi, qui peut très bien sprinter quand il est en très grande forme. Alors aujourd'hui, il finit à 4e. Il a aussi un peu travaillé pour Wout van Aert et pour Vingegaard. Mais encore une fois, voilà, il retrouve ses qualités qu'il avait auparavant. C'est un coureur qui a repris simplement au mois de mai autour de Hongrie, qui a fait une deuxième place lors de la 3e étape du Tour de Hongrie, qui ensuite a fait le Tour de Suisse, qui là a fait le championnat des Pays-Bas et qui arrive sur le Tour de France, donc avec très peu de jours de course. Donc on devrait le revoir en fin de saison, notamment sur Paris-Tours, Paris-Roubaix, le Tour du Benelux également. C'est un coureur qu'on devrait voir énormément en août et en septembre, et qui a montré de très très belles choses, avec une forme qui va de mieux en mieux de la part de Tennyson. Et puis je termine dernier coureur au top avec Cavendish. Journée tranquille pour Cavendish, 34 points d'avance, 35 points d'avance au niveau du maillot vert. Il sait que maintenant il doit suivre Puck Matthews, ça va être compliqué de le battre. Il faudrait vraiment qu'il se plante et que Matthews s'en sorte magnifiquement bien lors de l'étape des Champs-Élysées pour que Cavendish perde le maillot vert. Donc ça semble quand même bien embarqué et sans dépenser trop d'énergie. Alors dommage là aussi la petite chute de Cavendish. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de bobo, encore une fois, mais du côté de Cavendish, la journée a plutôt été tranquille. On passe au bonnet d'âne. Je commence par le premier bonnet d'âne. C'est Ballerini aujourd'hui. Manque d'expérience. C'est pas facile de gérer un groupe de 20 dans un final où tout le monde se met des peignets de partout. Du côté de Ballerini qui fait que 13 aujourd'hui, c'était l'un des coureurs les plus surveillés. Il a montré qu'il était fort, mais il a montré qu'il était fort trop tôt. Et ça a été une erreur. Et ensuite, on ne l'a pas attendu une fois qu'il s'est fait lourder du groupe. C'est dommage parce que je pense qu'il pouvait faire de très belles choses, Ballerini. Mais voilà, il en a manqué aujourd'hui, surtout qu'on lui donnait sa carte.
Il n'était pas obligé de travailler pour Cavendish, ce qui sera le cas pour les Champs-Élysées. Mais voilà, Ballerini, ça reste un coureur qui est très jeune, qui a peu d'expérience. Je crois que c'était son premier grand tour à Ballerini. Donc voilà, c'est un coureur qui doit encore prendre un peu de caisse. Et encore, c'est un coureur qui doit encore mieux gérer. Non, c'est son 3e grand tour. Elle a déjà fait 2 Giro. 2 Giro, Ballerini, ça va être. Mais il n'avait pas dû les faire. Il avait pas dû. Oui, il avait fait un Giro, alors, ça remonte à 2018. Non, c'est vrai qu'il a 26 ans, Ballerini. Mais c'était son premier tour avec la De Koninck, puisqu'en 2020, il n'avait pas fait de grand tour. S'il avait fait le tour... Ah bah oui, il a fait le tour d'Italie. J'ai fait un AVC, hein. Vraiment. Bah oui, il y avait eu sa place derrière Desmar. Non, mais du côté de Ballerini, ouais, il lui a manqué quand même de l'expérience, je pense, où il n'a pas bien manœuvré dans le final. Ça a été un problème pour lui. Dans le final, il aurait dû mieux s'en sortir que ça. Et puis du côté de Ballerini, c'est aussi une deuxième partie de saison qui est un peu compliquée. Je parlais de Turgis, c'est un peu pareil pour Ballerini, c'est-à-dire qu'on sent qu'il a très bien roulé, notamment sur le Het Nieuwsblad. Il a fait un très très gros début de saison. Et depuis, il cale un petit peu, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Il n'a pas fait un grand Tour de Belgique. Là, sur ce Tour de France, bon, il était équipier de Cavendish, mais moi, je l'attendais un peu plus, Ballerini. Voilà, je te dis très clairement, j'attendais un peu mieux au niveau du classement. Donc, je trouve qu'il a été un peu trop discret sur ce Tour de France et que c'est bien dommageable. Et puis, je passe à la Trek parce qu'on ne peut pas gérer une échappée de ce type de cette manière. C'est-à-dire, ils étaient 3 dans un groupe de 20. Et pourtant, le premier Trek est simplement 10e. C'est Jesper Stuyven. Je trouve qu'ils ont très très mal roulé. Et pourtant, Julien Bernard a... Non, pardon, Edward Thans a fini 6e. Mais Julien Bernard a fait un énorme travail pendant toute la journée. Faire 6 simplement sur une étape comme ça, c'est pas top pour cette équipe. Moi, je m'attendais à un peu mieux de la part de la Trek. Quand j'ai vu qu'ils étaient 3 devant, je me suis dit, allez, c'est peut-être le bon jour pour la Trek. C'est une équipe quand même, on parlait de Total Energy, je trouve que la Trek, sur ce Tour de France, heureusement qu'il y a eu Mollema. Parce que sinon, le bilan est quand même un peu maigre quand on voit l'effectif qu'il y avait au départ. Mais encore une fois, c'est une équipe qui est vieillissante. Si vous retirez Ciccone, Mosca et Stuyven, parce que Stuyven a... alors je vérifie maintenant, parce que des fois j'ai des... Oui, même Stuyven, il a 29. C'est quand même une équipe que, au niveau de la moyenne d'âge, on doit être au-dessus de 30 ans et ça a des conséquences à un moment au niveau des résultats. Et puis Bike Exchange, qui a laissé encore une fois Mathieu Strossol. Ils auront des regrets chez Bike Exchange s'ils n'ont pas le maillot vert, parce que Cavendish n'était pas imprenable non plus. Et ils ont laissé trop seul Matthews, alors que dans leur effectif, très clairement, on a un peu trop protégé, je trouve, Chavez et Simon Yates pour au final des résultats très moyens pour les deux, alors que Matthews, il a quand même fait des belles choses sur ce Tour de France. Il est 2e au niveau du maillot vert, mais il aurait fallu plus l'aider. Aujourd'hui, ils auraient dû travailler. C'était pas à De Koninck de travailler aujourd'hui. De Koninck, ils n'avaient pas besoin de prendre des points d'avance. Il y avait trop de risques pour la De Koninck. Par contre, c'était à eux de rouler le Bike Exchange. Ils n'ont pas assez roulé. Quand ils ont roulé alors qu'Israël roulait déjà depuis 10 km. Ils auraient dû aider Israël bien plus tôt pour revenir sur ce groupe. Et c'est une erreur de leur part. Pourtant, Matthews, en plus, il avait repris 3-4 points au niveau du sprint interne. Donc ça a été assez mal géré par cette équipe, je trouve, aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il n'y aura pas d'habillage aujourd'hui, tout simplement parce que je veux que ça soit encodé vite, parce que je dois regarder la Formule 1, voilà, pour tout vous dire. Donc je veux que ça soit encodé vite, donc voilà. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.